va commencer et les personnes, qui se connecteront après, de toute façon, pourront rejoindre, la visio en cours de route. Donc tout d'abord, merci à tous, d'être présents et déjà un grand merci, aux CUMA qui vont intervenir, pendant ce webinaire. Donc juste pour me présenter, Victoria, je suis animatrice à la fédération des CUMA sur secteur, une partie de la Côte d'Or et une partie de la Saône-et-Loire. Donc on a organisé ce webinaire pour parler de désherbage, mécanique. C'est plusieurs CUMA qui vont nous présenter du matériel de désherbage mécanique qu'elles utilisent. Voilà, on va parler un peu, des caractéristiques techniques de chaque matériel, les organisations de chantier en CUMA et cetera. Donc normalement, vous voyez tous le diaporama. Avant de commencer, donc quelques règles pour, la bonne organisation du webinaire. Donc bien penser à couper vos micros. Donc sur la barre en bas, vous avez un petit micro. Donc s'il est barré, c'est bien que votre micro est coupé. Si jamais, on prendra les questions au fur et à mesure et si vous avez, une question, n'hésitez pas à utiliser l'outil, lever la main. Donc c'est une petite main qui se trouve aussi dans la barre en bas, et comme ça, nous, on verra, qui souhaite poser une question et vous pourrez réactiver votre micro à ce moment-là. Voilà. Donc, on va présenter les différents matériels. Donc, on va commencer par les deux présentations de documents sur des bineuses, 2 bineuses autoguidées, différentes. On aura aussi une CUMA pour une houe rotative, rotoétrie, RC-tri et on terminera par, la CUMA des lombards pour, la présentation du scalper qu'ils ont en CUMA. Donc vous avez un peu l'ECUMA et le chiffre, donc c'est le numéro de département. Donc on a 3 départements différents, qui interviennent, sur ce webinaire. Une CUMA de Côte d'Or, des CUMA du Doubs et une CUMA, du Jura. Je vais laisser la parole à Louis Guérin pour présenter la bineuse autoguidée de la CUMA de la Verrerie. Oui, bonjour à tous. Donc, Louis Guérin, administrateur de la CUMA de la Verrerie. Donc, on a acheté la bineuse Pottinger en 2023, avec des débuts extrêmement compliqués pour pas, voilà, pour pas dire. On l'a acheté donc 57 500 €. On l'a amorti au départ sur 9 ans. Ce qui nous faisait un prix de revient à l'hectare de 90 € de l'hectare, donc c'était très cher. Heu, donc là, à partir de cette année, on a changé, on a amorti sur 16 ans. Ça nous revient à 33 € de l'hectare, donc c'est déjà beaucoup mieux. Donc tout ça, c'était lié à la subvention, quoi, parce qu'on n'a pas reçu la subvention. On l'a demandé en 2023, on l'a reçu en 2025. Donc il a fallu éponger ça et puis, voilà. Donc ça revenait, c'était assez coûteux. Donc, présenter rapidement la bineuse, donc une Pottinger, modèle FlexCare, 12 rangs, à 45 centimètres. Donc on a le semoir, qui va avec. On est 3 adhérents, les 3 en bio. On bine principalement du tournesol. Après on bine un peu de maïs et un peu de soja et un peu de colza. Donc pour notre part, c'est tournesol et colza. Donc voilà. Ensuite, quoi dire? Donc ouais, elle est équipée en socle lièvre pour le moment, parce qu'au début on pouvait pas avoir les cœurs avec les protège-plans, les disques sur les côtés du plan là. Heu, Nous on trouve que ça va pas si bien que ça, parce que ça a du mal à rentrer, dans des terres assez caillouteuses et quand la terre est un peu compactée, un peu serrée, le socle lièvre
il remonte, il passe un peu sur l'herbe, quoi. Et bon, c'est assez compliqué. On n'était pas habitué à ça parce que nous, on avait les cœurs avant sur l'ancienne bineuse, c'était une carré. Et puis, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, avec le lièvre, il faut passer super tôt pour que ben, l'herbe soit toute petite, que la terre soit encore meuble, qu'il puisse rentrer. Et puis ça foisonne pas du tout de terre, donc ça coupe, mais ça bute pas les plants, quoi. Donc voilà, et depuis cette année, ben, on a reçu les cœurs avec les protège-plants, les disques là, qu'on n'a encore pas monté parce qu'on n'a pas eu le temps et puis c'est compliqué à faire, on va dire. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu. Euh, ensuite, ben, on a, oui, bon, on a équipé deux caméras dessus, deux caméras plus le mode manuel. Donc bon, les caméras, on a eu beaucoup de mal au début à ce qu'ils nous les règlent. On en a une qui a grillé, on en a une qui a regrillé cette année. Peut-être qu'à force, ça va finir par marcher. Euh, donc voilà. Et sinon, la caméra, quand les. Enfin, je pense que c'est comme toutes les mineuses, de toute façon, hein. Quand les plantes sont assez petites et qu'il n'y a pas trop de concurrence, ça va bien, la caméra ne se perd pas. Après, quand on a plus de mal à distinguer les rangs, bon, ben voilà, ça se perd plus facilement. Et puis, donc le mode manuel, nous, on a du mal à l'utiliser parce que en fait, c'est un boîtier tactile et du coup, il faut faire une impulsion pour que la bineuse se décale de, allez, on va dire de 3 centimètres à chaque fois. Donc en fait, quand on a des virages ou des champs, souvent en dévers, parce qu'on a beaucoup de champs en dévers chez nous, et ben c'est impossible, quoi. On appuie sur le boîtier, on appuie, le temps que la bineuse se décale, on en a bouffé 10 mètres. Donc ça pour nous c'est vraiment un gros, gros problème par rapport à cette machine-là. Après je sais pas comment sont faites les autres. Je sais que sur la carré qu'on avait avant, on tournait un bouton, la bineuse elle partait d'un côté ou elle partait de l'autre sans arrêt. Donc ça allait tout seul, quoi, hein. Et dès qu'on n'avait même pas besoin de réduire la vitesse du tracteur, on avançait et voilà. Alors que là, bon, c'est plus compliqué. Quand les champs sont bien plats, bien droits, on la centre à peu près au milieu du tracteur et on part, là il n'y a pas de souci. S'il y a des virages et des dévers, bon, c'est plus compliqué. Donc voilà, je pense que le tour est à peu près fait. Nous, les gros problèmes qu'on a eu au début, c'est que on va dire, une des premières bineuses qu'on a achetées dans notre secteur sur la concession SV Pro, là, qui a commencé de vendre les bineuses Pottinger. Donc, on n'avait personne qui savait vraiment la mettre en route. Bon, ils ont fini par nous la mettre en route. Après, on avait personne qui savait vraiment quand on avait des pannes. Oui, enfin, il y a une année où j'ai biné du colza, c'était une galère terrible. Je les ai appelés tous les jours. Ils sont revenus. Là, on commence à avoir des personnes qui sont un peu plus formées, on va dire. Et puis, ils nous ont fait les modifications qu'il y avait à faire. Cette année, moi, j'ai biné mes colzas à l'automne. Là, on va pas se plaindre, ça a été plutôt pas mal. Mais voilà, parce qu'on a compris qu'il fallait passer tôt et que on arrive un peu mieux à l'utiliser, on va dire. Et puis voilà. Donc là, à force, je pense qu'on va quand même arriver à s'en sortir. Mais ça fait 2 ans qu'on l'a. C'est la première année qu'on s'en sert totalement. La première année, on n'a même pas pu s'en servir. On a pris celle d'un voisin, il a une box. On pouvait pas, quoi. Moi, j'ai posé la machine, j'ai décroché et je suis parti, hein. J'ai dit, moi, ça n'allait pas, quoi, hein. Quand on en enlève allez, tous les 50 mètres, la machine, elle se perd, on en enlève 10 mètres. Au bout d'un moment, on pète un câble, on décroche la machine et on s'en va. Donc voilà. Après, nous, c'est une machine qui tourne pas énormément. On est 3 adhérents. Sur les 3, on est 2 qui l'utilisent principalement. Donc voilà, on fait une centaine d'hectares par an. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Merci. Bah, du coup, si vous avez des questions pour, avoir plus d'informations, on va passer un peu aux échanges. Bah, Émilie? Est-ce que vous aviez déjà une bineuse carrée avant et du coup c'était savoir qu'est-ce qui avait fait que ben voilà que vous aviez pris le guidage qui a quand même un coût assez élevé, sachant que vous étiez déjà équipé par ailleurs. J'imagine que vous aviez l'habitude de biner.
Donc en gros, enfin voilà, c'est venu comment, quoi. Voilà. Donc nous, on était équipés, oui, de la bineuse carrée, donc pareil, 12 rangs. On avait déjà la caméra, on avait une seule caméra, donc c'était une caméra classe qu'on avait dessus. On avait beaucoup de mal à la faire marcher. Après, la différence qu'on avait, c'est qu'on avait des palpeurs dessus, donc quand les plans étaient plus grands, on la dirigeait avec ça. Donc on s'en sortait pas trop mal, on utilisait peut-être moins la caméra, on va dire. Et puis il y avait le mode manuel qui marchait très bien. Et donc là, on a fait ce choix-là parce que on a eu l'opportunité, la bineuse était en exposition sur le parc, c'était une bineuse de démonstration. Donc ça s'est fait comme ça, on nous l'a proposé, et puis on est parti dessus parce que la note était vieillissante, elle était finie de payer, et puis voilà, on a voulu, c'est surtout qu'on avait le fils d'un des adhérents qui est commercial dans la concession. Et du coup, voilà, c'est un peu lui qui nous a conseillé. On avait plusieurs devis et puis en fait, on avait principalement deux devis, c'était Inbox et Pottinger. Et puis en fait, elle était 10 000 ou 15 000 euros moins chère que la Inbox. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Nous, de notre côté, on n'était pas forcément pour. On était deux contre un, donc on est parti sur cette machine-là. Voilà. Après, nous, enfin, franchement, aujourd'hui, on le regrette un peu. Après, s'il y a des gars qui sont formés et qui arrivent à nous dépanner quand on a des problèmes, moi, il n'y a pas de souci, hein. Toutes les marques, enfin, c'est pas un problème de marque. Moi, je veux juste que le jour où j'attends la machine, je puisse piner avec, quoi, c'est tout. Mais voilà. Je pense que Ok, j'ai répondu à merci. votre question. Ouais, ouais. Impeccable. Moi, je me demandais les ajouts qui vont être faits sur la machine, donc là, les cœurs qui ont été achetés, et cetera. Combien du coup, ça rajoute, combien là? Combien ça a coûté? Et du coup, est-ce que tu penses que ça va, bah, participer à résoudre un peu les soucis que vous avez avec la machine? Alors, c'était compris dans le prix, hein. C'était convenu à l'achat de la machine qu'on ait ces. Parce que nous, de base, on la voulait monter, configurée comme ça, avec les cœurs. On ne voulait pas des socles lièvres. Et comme elle était en exposition sur le parc et qu'elle avait les socles lièvres, mais pas les cœurs, ils nous ont. Parce qu'en fait, ils n'avaient encore pas l'option sur la machine quand nous, on l'a acheté. Donc, du coup, ça a demandé 1 an pour qu'on les ait. Mais on l'a acheté comme ça, quoi. OK. Oui, parce que c'est ça, elle a été achetée en 2023, donc elle aurait dû faire c'était sa première campagne normalement 2023? Ou c'était la première campagne entière, c'était 2024? Non, on l'a reçu au printemps 2024. Printemps D'accord. 2024. Ouais. OK. Et ah bah non, attendez, non, on est en 2025. Non, en printemps 2023, on l'a reçu. Oui, oui. OK. Printemps 2023, parce que c'est la campagne 2023 où on n'a pas pu s'en servir Mmh. correctement. Parce que, voilà. Alors s'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas quand même, à les poser. Donc effectivement, oui, on va passer à la présentation d'une, RC-Tri par la CUMA du pays de Montbéliard et du coup, monsieur Éric Perret. Bonjour, je pense que vous m'entendez. Ah oui. Donc, nous, on a acheté cette RC Tri, c'était en complément d'une houe rotative que je possède moi, et puis des fois je la prête à un collègue, et puis on voulait un petit complément pour essayer, pour voir si ça fonctionnait dans certains types de terres. Donc, on a pris cette RC Tri, et puis on l'a équipé en plus d'un semoir de limbe électrique avec des diffuseurs pour semer de la petite graine à la volée dessus. Donc en fait, on l'utilise et vraiment essentiellement pour ça. Moi, je suis en agriculture biologique et donc je fais du semis de luzerne sous couvert de tournesol. Ça marche plutôt bien, donc on passe au dernier stade avant de plus pouvoir passer avec la bineuse ou la RC Tri, et je sème ma luzerne dans les tournesols. Je fais aussi un petit peu de sursemis j'ai essayé du trèfle cette année.
J'avais déjà fait deux, trois fois aussi du trèfle blanc sous couvert dans du blé, qui a plutôt bien marché cette année. On a vraiment un beau couvert. Donc, on sème pareil le trèfle blanc au printemps, au mois de mars, fin mars, début avril, quand les conditions sont bonnes, assez ressuyées. Et puis, on passe, pareil, un coup de RC Tri et ça me permet d'avoir un couvert implanté à la moisson sans retravailler le sol. Et puis, moi, je l'utilise quelques fois. J'ai aussi une bineuse portée avant en 12 rangs à 45 et je la mettais en complément de la bineuse derrière pour parfaire le travail de la bineuse avec la RC Tri. Voilà. Voilà à quoi elle sert, essentiellement. Du coup, vous êtes que 2 adhérents de la CUMA Oui, à on l'utiliser, n'est c'est que ça? deux, ouais, ouais. Pour combien d'hectares environ? Elle fait, nous, on facture à l'hectare de scope, elle fait 125 hectares de scope. Ça nous revient à 11 € de l'hectare de scope. Mais en gros, moi, je l'utilise sur une quoi? Sur une 15, ouais, 15, 20, ouais, sur une trentaine d'hectares au printemps. Voilà. Et puis le collègue, je pense une dizaine, une quinzaine d'hectares. Ouais, elle fait pas plus de 50 hectares, cette machine, par an. Mmh. Après, ça a quand même, nous, on avait pris un petit modèle parce qu'on voulait pas mettre trop de sous dedans, parce que en désherbage, au printemps, suivant le type de sol, je voulais le dire aussi, si c'est du limon ou des tières vraiment très fortes, euh, ça fonctionne pas bien, ça fait que de rayer la terre. Et c'est pour ça que on voulait l'utiliser, mais on savait que ça avait ses limites quand même. Alors, je pense que ça marche plutôt peut-être mieux dans des petites terres à cailloux légères qui sont plus faciles à travailler. Voilà. Ce que je peux dire dessus, sur ce matériel. Nous, on en est plutôt content par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Après, c'est un matériel qui est très simple. Les dents, elle a quoi maintenant? On l'a acheté en 2022. Elle a fait 4 campagnes. Les dents sont encore bonnes. Je ne sais pas combien d'années elles peuvent durer. Enfin, voilà. Moi, j'en avais une. Je me demandais si les autres matériels, du coup, la bineuse, la houe, c'est qu'après en individuel? Il y a pas d'autres matériels de désherbage mécanique, dans la CUMA? Non, chez moi, oui. Moi, j'ai deux bineuses et puis une houe rotative. Elles sont utilisées uniquement en individuel. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas, quand j'ai eu la volonté de passer en agriculture biologique, il n'y avait personne à cette époque-là qui était intéressé par ce type de matériel. Et donc, je me suis équipé individuellement. Voilà. L'autre adhérent qui l'utilise est également en bio? Oui, l'autre, il était en bio, il arrête. Et moi, je vais arrêter aussi, mais on va continuer à l'utiliser. On va passer à la rotoétrie de la CUMA Lac-Augeoise. Donc Nicolas Beguiot, si vous pouvez activer votre micro pour nous présenter le matériel. Voilà, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, eh bien nous, donc on est dans le Jura, le département du Jura, dans le bas Jura, c'est-à-dire dans la plaine. On a deux types de sols sur le secteur de la CUMA, des limons battants, des vrais limons hydromorphes, et puis à l'inverse des terres argileuses lourdes dans la vallée d'une petite rivière. On est 5 adhérents dans cette CUMA. Il n'y a qu'un bio, c'est moi. Et on a une petite particularité qui est assez commune toutefois, c'est d'être sur une zone de captage.
Et le syndicat qui gère l'eau avait eu quelques problèmes de résidus de produits phytosanitaires. Donc, on a une forte pression de ce syndicat pour diminuer l'utilisation des produits phyto. On avait donc acquis il y a 5 ou 6 ans une RC-Tri de 12 mètres carrés, un peu vraiment semblable à celle qui vient de nous être présentée. On avait un peu les mêmes problématiques dans les limons au printemps. C'était pas assez agressif sur les céréales, par exemple. Ça crayonnait, ça n'avait pas d'effet sur les adventices. Donc, on a décidé d'investir dans cette machine. Elle nous a coûté 35 000 € hors taxe. On a engagé 190 hectares. 190 hectares, c'est la surface d'aire de protection du captage. Sur les 5 adhérents de l'ACUMA, il y en a 4 qui étaient concernés, donc un qui n'a pas adhéré. Et on en a accueilli 3 autres qui étaient aussi sur l'aire de captage. Donc, on est 7. Je suis le seul bio. Voilà. Et donc, voilà la présentation générale de la situation. Le matériel, cette fois-ci, c'est une marque qui vient de Lyon, pas très loin. On est allé voir l'usine. C'est un châssis Monosem, c'est un sous-traitant de Monosem qui fabrique ça. Donc, c'est un châssis de grosse moire monograine de la marque Monosem. Et puis, ils ont rajouté les histoires de soleil derrière, là. On en est vraiment plutôt satisfait. On n'a rien à reprocher. C'est très polyvalent. On fait dans les cultures de printemps soja, maïs. On a peu de tournesol, nous. Donc, c'est soja, maïs au printemps. Et puis, en culture d'automne, eh bien, on fait un passage souvent en faux semis. Le dernier passage avant le semis, on passe un coup de cet outil qui travaille superficiellement. Et puis après, on passe plusieurs fois dans la culture, suivant les conditions météo. Hein. C'est hyper aléatoire. Ce sont les conditions qui dictent le passage ou pas. C'est plus facile à régler que la RC-Tri, qui est finalement relativement difficile à régler, la RC-Tri classique. Ça, c'est plus facile, c'est une histoire de tension. Il y a des vérins de pression, donc on reporte la charge sur les soleils ou non. Le seul petit inconvénient, qui en est un plus ou moins, comme elle fait 12 mètres de large, c'est quand même lourd, 2 tonnes 4. Le poids le plus ennuyeux, c'est au transport. Faut pas, avec un tracteur, nous on met un 120 chevaux, là, 125 chevaux sur la photo. Quand il a les roues étroites, faut quand même être prudent dans les virages, dans les dévers, quand elle est repliée derrière le tracteur. Mais une fois qu'on est dans le champ, ça va très bien. On roule plus ou moins vite. Quand la culture est bien enracinée ou que c'est un faux semis, on peut rouler à 12 km/h. Alors, les chantiers, ça dépote. Après, je vous ai dit que j'étais le seul bio et que mes collègues étaient venus un peu par obligation, vu la pression du syndicat d'eau pour diminuer c'était surtout les racinaires des cultures de printemps qui étaient mis en cause. Eux, ils l'utilisent moins que moi, mais ils s'y mettent tout doucement. Quand on n'est pas... Quand on a d'autres solutions chimiques, eh ben, ils sont quand même un peu plus réticents. Ensuite, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on avait fait un dossier de demande de subvention de réduction des produits phyto, bien sûr. On l'a déposé en 2023.
Enfin, on l'a déposé. C'est notre animatrice du Jura qui nous a fait le dossier, un dossier très lourd, très compliqué, des pièces à n'en plus finir. Donc, elle nous a aidé, enfin, elle l'a réalisé, elle l'a déposé. Et cet été, là, au mois d'août, on a reçu l'avis favorable de prise en charge d'une partie du coût. Donc, on aura 52,2% de subvention, c'est-à-dire 18 270 € du FEADER, de la région et du département, là, un peu comme tout le monde. Donc, ça va nous aider pas mal. Aujourd'hui, elle est facturée 21 € de l'hectare. Donc, j'imagine que ça va, on verra quand on n'a toujours pas touché la subvention, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on la touchera. On va diminuer ce coût d'utilisation. Mais on en est très satisfait. C'est hyper polyvalent. On passe en plein, on passe, ça bourre jamais. Même par exemple, nous on fait du soja sur maïs sans la bourre. Eh bien, il y a quand même des résidus de canne de maïs dans le soja. Ça bourre pas. Quelquefois, il y a des cannes de maïs qui se plantent dans une dent, mais ça n'empêche pas de fonctionner, ça ne se met pas à bourrer, on ne s'arrête pas. On en est très content. La société, c'est une petite boîte, mais ils ont été réactifs. On voit, les dents sont noyées dans des soleils jaunes. Là, il y en a un ou deux qui commençaient à fendre. Alors, on a un peu paniqué la première année. Et puis, ils sont venus, ils ont remis des flasques. On aperçoit là un flasque noir un peu plus grand pour protéger, entre guillemets, la partie du soleil jaune, là. Et ils nous ont rien facturé. Ils sont venus une demi-journée à deux, là, parce qu'il y a 80 éléments, je crois, fois 4 boulons à dévisser sur chaque élément, mais ils nous ont fait ça et on en est très content. Ça débite, là j'avais une parcelle de 17 hectares, j'ai mis 3 heures à la faire cet automne. Et voilà ce que je peux dire. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus d'hectares. L'organisation du chantier pourrait se faire assez facilement, mais il n'y a pas une grande volonté de mes collègues jusqu'à présent de l'utiliser. Et puis on a eu les 2 derniers printemps étaient un peu pluvieux, alors ils se disent les fenêtres sont un peu courtes, mais quand on n'a pas d'autre solution, on arrive à passer. Voilà ce que je peux dire sur notre outil. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vu que sur la RC-Tri, on a entendu que des fois, il y avait d'autres outils en complément. Vous avez d'autres outils de désherbage en complément de la rotoétrie? Je ne sais pas, une bineuse, ou que ce soit en CUMA ou à titre individuel? Eh bien, à la CUMA, on a une RC-Tri aussi de 12 mètres. Ça, c'est pas mal aussi. Je ne l'ai pas dit, on passe dans les mêmes traces. Le tracteur passe dans les mêmes traces. Après, les roues de terrage, c'est avec des écartements de semis différents. Pour le maïs, le soja, c'est quand même il faut se creuser un petit peu la tête pour bien centrer placer les roues. Et donc, à la CUMA, on a une RC-Tri. Et puis moi, en personnel, j'ai une bineuse qui n'est pas autoguidée. J'utilise le guidage du tracteur. Et j'ai une houe rotative parce qu'on a des limons battants quand même. Et puis au printemps, ou bien surtout, au printemps sur les blés par exemple, il y a une croûte qui est quand même difficile à défaire avec les RC-Tri ou la rotoétrie. Donc voilà ce que j'ai en plus. Donc on a quatre outils. Puis on regarde pour un scalper. Très bien. Scalper en CUMA, du coup? Je ne sais pas. C'est pas encore défini. Et pour peut-être rajouter un peu, en CUMA, là, si on est 5 ou 8, ça dépend de quel groupe un peu on parle. Pour la bineuse, on avait des écartements de maïs différents, des écartements de soja et colza différents. Donc,
on se rend compte que si on voulait vraiment continuer dans ce sens-là, désherber mécaniquement en CUMA, il faudrait le semoir, faudrait investir dans le semoir et la bineuse en même temps, parce que sinon, il y a trop d'écartements différents et c'est un casse-tête. Enfin, c'est même irréalisable. Peut-être une dernière question, parce que je vois elle a été, vous l'avez peut-être dit, elle a été achetée en 2024, donc elle a fait la campagne 24-25, ou l'achat a fait qu'elle a fait qu'une campagne pour l'instant? Non, elle a fait la campagne 24-25. On finit la deuxième campagne, on peut dire. D'accord. Et c'est assez polyvalent. Il y a un adhérent qui l'a utilisé, qui fait du semis direct, pareil, sur du soja, qui avait semé du blé en direct l'automne dernier. Il trouvait que son blé n'était pas très bien caché. Alors, il a repassé ça après le semis pour le cacher, par exemple. Parce que quand on appuie fort et qu'on roule assez vite, il y a quand même de l'agressivité et un peu de travail du sol, entre guillemets. Donc, il avait utilisé ça pour cacher son blé qui n'était pas parfaitement positionné d'après lui. On doit pouvoir aussi orienter différemment les soleils. Il y a des crans, mais ça fait 80 boulons à dévisser. Alors ça, on n'a jamais touché, évidemment. Et j'avais peut-être une dernière question. C'est, du coup, vous n'êtes pas le premier à parler de subventions, parce qu'effectivement, c'est du matériel qui est souvent subventionnable. Mais là, vous êtes le premier à travailler dans la CUMA, où vous êtes le seul en bio. Et à côté, ce sont des gens qui ne sont pas en bio. Est-ce que ça a joué dans l'achat, le fait que c'était subventionné? Sans subvention, est-ce que l'achat se serait fait parce qu'il y avait quand même le captage qui faisait pression, ou est-ce que sans la subvention, vous pensez que ça n'aurait pas été acheté en CUMA? Ah non, sans la subvention, c'était certain que ça passait, l'investissement et la nouvelle branche n'allaient pas démarrer, puisque c'était une somme trop importante quand on ramenait à l'hectare, et surtout que mes collègues conventionnels, eux, n'avaient pas de besoin vraiment énorme, si ce n'est la pression du syndicat. En revanche, quand c'est subventionné à 52%, quand et puis on était quasiment sûr de l'avoir, enfin entre guillemets, puisqu'il y avait des jeunes agriculteurs, il y avait des bio, il y avait le syndicat qui poussait aussi. C'était un achat en CUMA, donc en commun, on cochait toutes les cases. Donc on l'a acheté avant d'avoir la réponse ou en pensant qu'on allait obligatoirement avoir la subvention. Bon, là, on a eu la réponse positive, comme quoi on était retenu et que notre dossier allait passer. On n'a encore pas. Là, c'est qu'une promesse. On aimerait bien avoir l'argent parce que depuis 2 ans, on a 3 emprunts différents. Un pour la TVA. Bon, celui-là, il est réglé. Ensuite, l'attente de subvention. Le SOULT, le troisième en SOULT, c'est quand même des dossiers qui sont lourds et longs. Mais quand on a 52% d'aide, on part. Et puis la petite subtilité, c'est que le syndicat nous aide aussi financièrement, pas dans l'investissement, mais en nous fournissant un suivi par des techniciens de chambre spécialistes. Donc, il y avait quand même beaucoup d'éléments qui poussaient dans le bon sens. Ok, merci. La CUMA, la parfumeuse. Bonjour à tous, désolé pour ce contretemps, impossible d'activer mon micro, je ne sais pas ce qu'il y a, ça marche autrement. Mais bon. Donc nous pour la CUMA, la parfumeuse, pendant longtemps on a eu une réflexion pour acheter une bineuse. Et bon, c'est des outils qui sont coûteux, on avait du mal à concrétiser pour faire une nouvelle activité. Y est arrivé le plan de relance qui nous a permis de faire le pas, quoi. Donc on a investi dans la bineuse Phoenix. Pourquoi Phoenix? C'est bien parce que notre concessionnaire qu'on travaille exclusivement avec lui au village travaille avec Phoenix. On a fait des démonstrations de cette bineuse. C'est que c'était concluant pour nous. On l'a équipé de caméras qui vaut quasiment le prix de la bineuse, mais
pour se passer de ça, il faudrait pouvoir semer, je pense, avec GPS, et tous les tracteurs qui se mettent du maïs, vu que c'est des histoires tirants, c'est pas des grandes largeurs, tout le monde n'est pas équipé pour gros tracteurs avec des GPS. Voilà, quoi dire d'autre. La machine en elle-même, c'est des disques, des pas de doigts, des dents pas de doigts avec une RCTrie derrière. Elle a des protège-plans. On l'a acheté en 2022. Elle a fait 4 campagnes. La première année, c'est pas évident. Il faut se mettre en route, même si on était bien suivi par le concessionnaire et le distributeur Phoenix, qui est assez local. Voilà. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas. Alors pour les questions, il faut pour qu'on n'ait pas l'écho, il faut écrire les questions. Donc vous avez le petit chat dans la barre en bas, donc c'est une espèce de bulle de discussion. Si vous cliquez sur cette bulle, ça vous ouvre et vous pouvez envoyer un message. Sinon, c'est poser la question à l'oral et je la réécrirai pour que la question soit posée. Oui, mais moi j'aimerais savoir, à la différence de la première qui nous a été présentée, si le système de caméra et le fait que ce soit une interface avec une bineuse derrière fonctionne bien et donne satisfaction aux utilisateurs. Oui, ça fonctionne bien. Après, suivant les stades, il faudrait être plus technique et puis pouvoir régler les caméras différemment. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on bine exclusivement du maïs, nous. Donc, c'est déjà plus facile que d'autres cultures. Mais oui, ça marche relativement bien, quoi. Après, pour être encore plus technique, le mieux, c'est quand même d'avoir des roues étroites. Donc ça, c'était un peu compliqué aussi pour la Cuma, parce que tout le monde n'est pas équipé de roues étroites. Ou alors, il faut que ce soit des pneus pas très larges quand même. Pour finir, on arrive à la 4e campagne, on commence un peu à se rôder. Il aurait fallu pouvoir avoir un tracteur sur la Cuma équipé de roues étroites, ce qui n'est pas le cas, ou ce qui rajoute un coût aussi. Donc, il y a un adhérent qui a acheté des roues, et la plupart du temps, on se sert de son tracteur et pour biner. Et si jamais il a besoin, on lui en prête un de notre firme, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser à Jean-Philippe? Quand je coupe le micro, vous pouvez parler. Du coup, dans le chat, il y avait Nassim qui demandait le coût à l'hectare et peut-être du coup combien d'hectares réalise la machine pour voir ce coût. On est à peu près sur une moyenne à peu près de 100 hectares. Et puis le coût, on est aux alentours de 30 €. Donc avec subvention, parce que du coup, c'est un matériel qui a été aussi subventionné. Plan de relance, donc là, une subvention qui a pu être touchée assez rapidement. On a Fabrice, du coup, qui demande si la Cuma envisage à l'avenir de passer au guisage RTK, quitte aussi à avoir un tracteur de Cuma dédié, avec donc guidage RTK et semoir RTK. Non, ça serait bien, mais après, une fois que le tracteur il est équipé en roue étroite, on a du mal de faire d'autres choses avec quand même. Donc, c'est beaucoup de manutention, de remettre les roues à chaque fois. Donc, le tracteur de Cuma, il faut qu'il soit polyvalent, quoi. Ou alors, il faudrait qu'il y ait vraiment un tracteur qui soit dédié que pour ça. Et puis pour 100 hectares, ça ne vaut pas le coup, quoi. Ou alors, il faudrait faire aussi le désherbage avec ce tracteur-là, quoi. Il faudrait créer une activité désherbage exclusivement avec tracteur de Cuma, et puis après il faudrait un chauffeur à mettre dessus. Donc voilà, c'est toute une logistique qui est dure à mettre en place, quoi. Il y a quelqu'un qui demande si elle a le section contrôle. Je ne sais pas ce que c'est. Fabrice précise que c'est le relevage des éléments. Ouais. Oui, le relevage des éléments, ils se font, mais manuellement, quoi.
Ah oui, le relevage des rangs par GPS, la personne a précisé. Voilà, donc manuellement. Donc, Nassim demande si vous êtes en bio ou conventionnel, si les 100 hectares sont en bio. Non, c'est tout du conventionnel. Et qu'est-ce qui fait du coup que vous avez fait du désherbage mécanique alors que vous êtes en conventionnel? Déjà, le binage, c'est vraiment bénéfique, quoi. Il n'y a pas simplement pour le désherbage, quoi. Pas simplement le désherbage. Mais bon, on est 4 exploitations à adhérer ou à un PSE. Je sais pas si ça parle à tout le monde. C'était des paiements pour services environnementaux. C'était pour améliorer l'eau sur les zones de captage. Et puis pour adhérer à ce dispositif-là, il fallait baisser les IFT de nos fermes. Donc c'est ce qui nous a fait passer le pas aussi aller dans le désherbage mécanique, quoi. Mais après désherbage mécanique, on était allé voir Eric Perret là qui est à Réunion. Lui qui était en bio déjà pour nous guider un peu parce que c'est pas évident hein, de se lancer dans du désherbage mécanique, hein. C'est pas du 100%, quoi. Et au bout de la première année, il y avait beaucoup d'utilisateurs, quasiment tous les utilisateurs qui ne savaient pas s'ils faisaient bien ou pas bien. Alors on a fait une formation AIF avec un conseiller indépendant qui est venu nous expliquer un peu comment faire, comment régler, qui nous a permis d'avancer parce que quand on démarre comme ça une activité, on ne sait pas si on est en train de tout arracher ou si c'est normal ou pas, quoi. Voilà. On dit beaucoup de choses, quand intervenir, la profondeur de semis, tout ça. Donc c'était un premier achat pour répondre. Le PSE, ça vous rapporte combien d'euros par hectare? Tu sais répondre à ça ou pas? Non, aucune idée. Ok. Et Parce après, que c'est un global, quoi. C'est pas simplement sur ce qu'est céréales, quoi. après, il y a une autre question. Pourquoi avoir 2 caméras si la bineuse n'a pas de section contrôle, donc le relevage par GPS, et pourquoi ne pas avoir pris un palpeur de rang? Alors, elle a 2 caméras. C'est parce que suivant les champs qui sont en pointe, eh ben, on éteint la caméra puis on fait avec l'autre. C'est une question, oui, dans la pratique, quoi. Ça se fait un peu comme ça, quoi. Les champs en pointe. Et puis après, les palpeurs, je sais pas, on n'a pas été conseillé là-dessus. On n'est pas assez technique. Bon, après, comme elle est équipée, ça nous suffit, nous. Est-ce qu'il reste des questions sur la bineuse autoguidée? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va toujours laisser la parole à Monsieur Verneret, cette fois pour la houe rotative qu'ils ont également à la CUMA. Oui, la réflexion, c'était soit une houe, soit une RC-tri. Et puis en discutant avec Eric, quand on est allé le rencontrer, il disait que la houe était plus polyvalente. Donc on était parti là-dessus, on y a fait confiance. Bon, après, je pense qu'on a bien fait, quoi. Après, ce qui fait beaucoup dans le désherbage mécanique, c'est les conditions météorologiques. Des fois, c'est pas évident d'accéder, quoi. Une année comme l'année dernière, il pleuvait tout le temps. Là où, je vous cache pas qu'elle a pas beaucoup tourné, quoi. Après, quoi dire de la houe? Oui, il y a différents stades d'intervention. Il faudrait passer à peu près 4 jours après le semis pour pouvoir détruire tous les rhizomes qui sont un peu en surface, qui commencent à reprendre. Et puis après, on attaque à passer à un stade de 3 feuilles, un peu, oui, pas moins de 3 feuilles déjà, c'est la règle. Et puis après, jusqu'à différents stades, quoi. Un maïs 6 feuilles, on peut encore passer dedans, quoi. C'est un matériel qui se complète, on va dire, assez avec la bineuse pour le maïs, parce que le problème de la bineuse, c'est qu'elle ne fait pas l'interrang. Et faire un passage de houe, voilà, désherbe un peu l'interrang, quoi. Il y a des questions?
Donc toujours le même principe, le chat pour les questions, ou si vous ne trouvez pas le chat, les poser à l'oral et je les retranscrirai à l'écrit. Oui. Du coup, on est sur la OU, on est 8 adhérents. Et puis ça nous fait à peu près 280 € par exploit, quoi. Et là où, par contre, on passe sur céréales, quoi. On fait pas que du maïs, quoi. Donc c'est aussi bien, comme je disais, au SMI ou après un coup au printemps, avant la reprise, quoi, au mois de mars, là. Et puis c'est quelque chose qui décroute bien quand même. Ça aère bien le sol aussi. Oui, ça n'a pas juste l'effet de désherbage en fait sur le sol, si c'est un peu tassé ou compact, ça aide de passer un coup de houe. Ça aère. Voilà. Oui, ça aère, ça décroute, ça fait repartir un peu au printemps, quoi. Du coup, on reprend dans l'ordre et on était sur le dernier matériel qui nous restait à présenter pour ce webinaire, donc un scalpeur de la CUMA des Lombards. Donc Monsieur Deveau, si vous pouvez activer votre micro puis, pour nous présenter le matériel. Donc oui, bonjour, Régis Deveau, trésorier donc de la CUMA des Lombards. Donc on a investi dans le scalper Treffler, on est en comptant 12 adhérents sur presque 300 hectares de fait à l'année dernière. Donc dans le but, donc nous c'est un peu tout des fermes en AOC compté. Dans le but de réduction des pesticides, quoi, en fait, du glyphosate, quoi. Donc on a rencontré un peu le même problème que tout le monde. S'adapter au matériel, c'est ça le plus compliqué, le passer au bon moment, quand il faut, etc. On n'a pas été forcément trop bien aidé, juste un démarrage au niveau de l'outil. Après, on a un peu été dans le vide, donc c'est un peu compliqué de se mettre en route avec ce genre de matériel. Donc on en est quand même relativement très satisfait. Il est venu un peu en renfort aussi donc des chômeurs à disque, donc pour faire un boulot à peu près complémentaire, voire arriver à désosser encore un peu plus l'herbe, si vous voulez. Donc idéalement, il faut réussir à le passer. De toute façon, vous n'avez pas forcément le choix parce que sinon ça va pas. Donc il faut pas qu'il y ait beaucoup d'herbe ou que le couvert soit pas très haut. Donc entre 5 cm à peu près. Sinon, il faut passer un coup de broyeur avant parce que tous les résidus viennent et ça fait bourrer au niveau. Je sais pas si on voit sur la photo. Donc on a les plats qui sont tenus hydrauliquement. Et en fait, on définit une hauteur avec des roues de terrage qui sont derrière. Donc idéalement, le premier passage, c'est de pas faire trop profond, c'est juste couper cette herbe, si vous voulez. Donc idéalement, c'est de travailler à 2-3 cm le premier passage, laisser un peu cette herbe mourir, etc. Et repasser une dizaine de jours après, vous redescendre sa roue de terrage et venir sur une profondeur entre 8 et 10 cm maximum. Et donc, pour redire ce que je disais avant, c'est que donc on a les dents de devant qui sont tenues donc hydrauliquement. Et du coup, si vous avez trop de résidus ou que l'herbe est trop haute, ça vient bourrer derrière au niveau des deux pattes là. Voilà, les deux pattes servent à un peu à niveler le sol et du coup, ça vient à bourrer et on peut pas s'en servir. Et derrière, on a ces espèces de peines derrière qui servent à retourner les mottes pour que ce soit bien du côté racinaire pour que la plante meure d'elle-même. Voilà en gros l'utilisation du matériel. Après, bon, nous on a choisi aussi cette grosse largeur parce que voilà pour faire un peu plus d'hectares parce qu'on roule pas très vite avec une machine comme ça, on roule entre 5 et 6 à l'heure. C'est pas forcément que c'est tirant quand même, mais c'est pour pas abîmer les socles quoi, parce que c'est du carbure et puis du coup on les change voilà, avec les cailloux etc. Si on va trop vite, on les pète à une vitesse assez phénoménale. Voilà, quoi dire. Donc nous, on est sur un coût d'utilisation à 22 € de l'hectare. On a fait le choix au niveau de la CUMA aussi, on a demandé les subventions. Donc pareil qu'un peu tout le monde, du coup ça traîne.
Mais on a fait le choix au départ que l'Akuma était capable de prendre ça pour elle. Donc on a facturé en comptant qu'on avait l'accord de subvention et que c'était payé. Donc on a facturé 22 euros de l'hectare. Donc ça c'est en comptant qu'on avait la subvention, sauf qu'on l'a toujours pas touché. Donc on a fait des prêts, etc. Et les prêts sont débités tous les mois. Et du coup, pour le moment, ça nous met à mal la trésorerie de l'Akuma vu qu'on n'a pas de rentrée d'argent en face. Voilà, on fait le dos rond, on a de plus en plus de mal à tenir. On espère un débloquement assez vite de la situation. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Après, voilà, c'est un bon outil. Après, bon, moi qui suis un peu dans les dévers sur à la fin de la vallée de la Loue, etc., sur des vieux prés, j'ai essayé de passer ça même à 2-3 cm. Je n'arrivais pas à avancer. Le tracteur restait bloqué. C'était trop tirant, quoi. J'ai été obligé de passer un coup de déchaummeur à disque pour faire un petit boulot, pas grand-chose. Et après, par contre, le trèfleur est venu et a fait vraiment un bon travail. Il restait plus rien. Mais en premier passage sur des vieilles prairies un peu en dévers, vu la largeur de l'outil, c'est un peu ce qu'on reproche à la chose. Il est trop large. En tout cas, il est trop large. Il est la bonne dimension, mais pour faire dans des dévers, il faut passer un outil avant. Voilà. Je ne sais pas si ça a été complet ou si vous avez des questions. Il faut quelle puissance pour 4,30 m là? Il a l'air lourd et long. Ouais, c'est pareil. Oui, j'ai laissé mon micro, donc je pense que ça doit marcher. Oui, oui, c'est lourd et long. Oui, oui, c'est lourd. En dessous de 125 chevaux, ouais, voilà, ça marche pas. Pareil sur la route, on peut pas rouler trop vite. Hein, c'est lourd, c'est large. Ouais, c'est vraiment du matériel conséquent, quoi. Sur ces largeurs-là, c'est conséquent, quoi. Après, nous, on a un peu on a des petites parcelles et à la fois un peu dans la plaine, tous des belles parcelles de céréales, etc., de 15-20 hectares. On se voyait pas aller avec voilà, une largeur en dessous de ça, quoi. Et pour que tout le monde puisse en profiter au bon moment aussi, voilà, fallait qu'il y ait un peu de rendement, de rendement. Le prix qui a été donné du coup de 22 euros de l'hectare, c'est pour combien d'hectares et combien d'adhérents de l'Akuma qui l'utilisent? Euh, ben, c'est ce que j'ai dit. Alors, on est sur l'année dernière, il a effectué 300 hectares, à peu près 289 exactement. Et on a 12 adhérents. Après, sur des surfaces 12 adhérents, mais on a quand même que 4 grosses exploitations. Voilà, un qui a fait, je l'ai donné sous les yeux, un qui a fait 50 hectares, l'autre qui en a fait 60, et puis nous, quand on fait une quarantaine, et le reste, voilà, c'est les autres qui font un peu les tampons, quoi. Ok. Les coûts d'entretien là sur les socs carbure, c'est assez élevé, non? Bah, j'ai plus les chiffres en tête, mais pour le moment, on est encore un peu en réflexion avec celui qui nous l'a acheté, puisque voilà, on pensait pas changer autant de socs comme ça. On est un peu aussi embêté avec les dents derrière qui du coup sont censés retourner la motte, comme je vous ai expliqué, pour mettre les racines à l'air en fait. Et quand c'est trop moteux ou quand il y a voilà, beaucoup de quantité d'herbe, on arrive à casser ces peignes-là et on a eu une grosse facture là et on a un peu en pourparler avec eux pour savoir qui paye ou quoi parce qu'ils disaient qu'il y avait peut-être une fragilité, qu'ils n'avaient pas forcément ils n'avaient pas monté assez costaud quoi donc ils sont en train de regarder, on a toujours un rendez-vous avec le vendeur de Trèfleur et puis nous, c'était chez Garnier. Voilà. Après, c'est des grosses boutiques, hein. Le problème, c'est ça. Il n'y a pas des commerciaux tout le temps. C'est un peu dans tout ce que j'entends, tout le monde dit, voilà, que on a du mal à avoir quelqu'un de terrain qui est capable de vraiment nous mettre en route sur ces outils qu'on ne connaît pas et qu'on a envie d'essayer d'apprendre. Mais on a quand même vraiment du mal à avoir un interlocuteur joignable et puis présent pour vraiment nous aider, quoi. Vous l'aviez vu en démo ou avant de l'acheter ou c'est aussi parce que c'est l'une des marques enfin, c'est la marque reconnue pour les scalpers qui vous a tourné vers cette marque ou vous l'avez vu Ouais, déjà tourner?
Non, c'est vraiment la marque, quoi. C'est la marque. Et puis ça s'est fait assez vite, hein, nous, hein. C'est la marque. Et après, ils nous ont prêté l'outil. On l'a mis en route chez un de nos, chez nous, quoi. Et les adhérents sont venus et on était unanimes, hein. Voilà, on a été séduits par l'investissement s'est fait assez rapidement, quoi. Bien sûr, sans la subvention, je pense pas qu'on l'aurait fait. Après, quand on regarde le nombre d'hectares qu'il fait, c'est quand même assez important. Donc, voilà, et ça marche pas mal. Voilà, nous, voilà, Initialement, pourquoi vous avez pris un scalper? C'était pour arrêter d'utiliser, je sais pas si tu l'as dit parce que j'entendais pas tout, mais c'était pour arrêter d'utiliser le glypho? ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. En gros, c'était ça. C'est pour faire une réduction du glyphosate. Bon, voilà. Après, moi, de mon principe à moi, sur des parcelles, on l'a fait. J'ai essayé de faire que ça et même pas faire de rattrapage sur des blés, etc. On se retrouve quand même avec du raies gras persistant ou voilà, qui fait quand même un peu réduire les rendements, hein, bien sûr, hein, on se cache pas. Euh, je- Après, bon, comme l'a dit un intervenant tout à l'heure, nous, on a quand même la solution. On n'aurait que ça comme solution, je pense, couplé avec un autre outil que vous avez parlé, je pense que ça peut bien marcher. Après, on a toujours cette option glyphosate ou etc. Donc, quand on a ça comme option derrière, on se pose moins de questions, quoi. Je rejoins ce qu'a dit la personne tout à l'heure, quoi. Merci. Et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer aux questions générales. Un peu pour tous les intervenants, il y avait Nassim du coup qui se posait la question de savoir si depuis que vous aviez les outils, est-ce qu'il y avait des années, surtout au vu de la météo, où en fait vous n'avez pas pu utiliser les outils, où vraiment ça a été problématique de pouvoir les utiliser. Oui, Eric. Ouais, moi, en 2024, tout ce qui était intervention de céréales au printemps, on n'a rien pu faire. Et après, tout ce qui était désherbage de culture d'été, on a pu faire, mais c'était plus compliqué. On a fait ça, bah, c'était toujours, il y a pas des grosses fenêtres météo, donc fallait être très réactif. C'est ça aussi la limite avec ces outils. Des fois, on manque de conditions de jour pour pouvoir les faire vraiment dans des bonnes conditions. Les fenêtres sont étroites. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui veut répondre à la question? Oui. Oui, bah, Oui, nous aussi. normalement, je vais pas trouver Ah. mon micro. Ça marche? Oui, ça marche bien. Oui, ben nous, c'est pareil comme Eric, en 2024, la houe n'a pas fonctionné, quoi. On n'a pas pu aller sur céréales au printemps, quoi. Le binage a pu se faire sur les maïs, quoi. Bon, les fenêtres étaient courtes aussi, mais ça a réussi à se faire quand même, quoi. Il a fallu, voilà, quand les conditions allaient, il fallait aller faire tous les hectares possibles, quoi. Oui, ben nous aussi, dans le Jura, ça a été la même problématique de pluie et puis de fenêtres assez réduites. On a pu passer, quand on est en bio et qu'on n'a pas d'autres solutions, on insiste un peu. Sauf qu'il y a deux ennuis à ça, c'est que les résultats sont moins bons, le travail n'est pas tout à fait satisfaisant. Et puis, ça tombe en même temps que quand on est en polyculture élevage, en même temps que les foins, par exemple, pour les cultures de printemps, pour le maïs. Et donc, il faut arbitrer. Soit on prend le temps de bien désherber les cultures, soit on rentre du foin pour le troupeau. Donc, quelquefois, oui, c'est un peu problématique, effectivement. Et du coup, peut-être par rapport à, à cette question sur l'organisation de chantier, est-ce que être en CUMA et du coup à plusieurs sur ces outils lorsque les fenêtres sont réduites, est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce que justement en s'organisant, par exemple si ça tombe en même temps que les foins, de pouvoir se répartir le travail et demander à un autre adhérent de passer sur ses champs, etc. Est-ce que ça peut être plutôt un avantage? Je ne sais pas comment vous le voyez dans vos CUMA. Ben nous, notre CUMA, on ne travaille pas trop comme ça, de se remplacer, de se prêter des tracteurs, comme ça a été dit tout à l'heure. Le gros avantage qu'on trouve en CUMA, c'est de pouvoir investir dans du matériel assez gros et puis assez onéreux, donc avec l'effet dilution du coût d'utilisation. Et puis, on n'est pas allé, il n'y a pas énormément d'entraide par ailleurs. Voilà. Ok.
Nous, pour la gestion, pour les fenêtres, eh ben, il y a un responsable matériel et c'est un peu, que ce soit du désherbage mécanique ou autre, c'est les mêmes conditions, quoi. Oui, c'est un peu pour tout, quoi. On a aussi bien de la fenaison en CUMA, c'est la même chose, quoi, hein. C'est chacun son tour, puis on essaye de partager, quoi. Ok, merci. On a fait le tour des présentations. Donc, je remercie encore fortement les CUMA qui ont participé et qui ont présenté leurs outils de désherbage mécanique. On espère que ça pourra donner d'autres idées à des CUMA qui souhaiteraient investir dans ce type de matériel. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Et puis on avance un bon week-end et 11 novembre férié. Merci à tout le monde, bonne fin d'après-midi et merci à vous qui avez tous participé. Merci. Et à bientôt pour nos prochains webinaires.